m'appelle Barderie Lilou, j'ai 11 ans et je suis au conseil municipal des enfants et des jeunes et j'aimerais découvrir le patrimoine canétois. Je m'appelle Sean, j'ai 11 ans et je fais partie du collège de Canet. Ça fait 2 ans que j'habite à Canet. Je m'appelle Marie-Jeanne Clic, je suis la trésorière de l'association. Nous nous occupons du patrimoine de Canet, de sa région et aussi du bassin méditerranéen. Alors voilà, notre association, nous éditons des livres sur l'histoire de Canet. Beaucoup sont partis au forum aujourd'hui, il y en a beaucoup là-haut. Alors on édite donc des livres de ce type, voilà. Le château vicomtal, par exemple. C'est le livre de Roberceau, qui est notre historien local, qui connaît plein de choses sur l'histoire de Canet. Il nous a écrit beaucoup de livres, il y en a beaucoup là-haut, au premier étage. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce livret que j'ai ici, qui est écrit en français et en catalan. Je vous propose donc de visiter le village à partir de ce livret que nous avons édité et les flyers qui sont ici. Alors, vous voyez, il y a l'arboretum, le château, l'église Saint-Jacques et le port avec les jolies barques catalanes que nous irons voir tout à l'heure. Alors nous l'avons sur ce livret, mais vous l'avez aussi sur les flyers et sur les QR codes. On va regarder, voilà. Nous sommes devant l'entrée du puits à glace du château de Canet. C'est une des parties les plus intéressantes de ce site, avec la motte castrale bien entendu, la tour citerne et l'église Saint-Martin qui date du XIe siècle. Ce puits à glace a été construit en 1688. Il était destiné à recueillir la glace qui était vendue aux habitants de Canet depuis le printemps jusqu'à l'automne. Et cette glace était recueillie soit au bas du château, dans la partie basse du château, au nord du ruisseau du Moulin, dans des bassins qui avaient été spécialement creusés afin de recevoir de l'eau qui gelait en hiver. Et dès que cette eau était gelée, on a entreposé la glace ainsi obtenue dans le puits. Nous nous trouvons maintenant sur la coupole qui couvre le puits, après avoir quitté l'entrée de ce même puits et le couloir coudé qui permettait d'accéder au niveau de la glace. Donc ce puits a été creusé à l'ombre de la chapelle Saint-Martin pour bien sûr profiter de cette ombre et éviter une fonte trop rapide de la glace. C'est un puits cylindrique d'environ un peu plus de 8 mètres de profondeur pour un peu plus de 6 mètres de diamètre. La coupole est percée de 2 orifices. Au bas de la coupole, nous avons l'orifice de chargement par lequel on introduisait, on remplissait le puits. Et au-dessus, vous avez un orifice qui permettait l'aération et qui permettait également de donner un peu de luminosité à l'intérieur du puits. Cette glace, je l'ai dit tout à l'heure, provenait soit de bassins creusés sur la partie plate à la base du château, au pied du château,
et également d'un puits qui se trouvait à Perpignan, le puits de M. Mazard, qui alimentait le puits de Canet lorsque la glace venait à être insuffisante. On faisait donc appel à ce marchand en gros de glace qui lui-même se fournissait auprès des puits à glace qui étaient creusés à la base au pied du Canigou et qui étaient remplis de neige dès les premières chutes de neige donc sur le massif. Cette neige était entreposée dans ces puits et puis au fur et à mesure elle se transformait en glace et cette glace était ensuite distribuée aux grossistes et aux tenanciers qui exploitaient les puits à glace de la plaine. Le puits à glace de Canet est intéressant parce que c'est un des mieux conservés de notre département. Il est en parfait état et demain il pourrait fonctionner comme il avait fonctionné au moment de sa construction au XVIIe siècle. Je voudrais préciser maintenant une des utilisations de cette glace par les taverniers de la commune de Canet. Ils achetaient cette glace, mais ils n'avaient pas le droit de s'en servir pour rafraîchir les boissons. Ils n'avaient le droit d'utiliser que de l'eau de fonte. La destination de la glace était beaucoup plus noble, en quelque sorte. Elle était surtout destinée à fabriquer, par exemple, des sorbets, qui étaient très appréciés au XVIIe siècle. Et ils avaient également une fonction, quitte à me répéter, une fonction thérapeutique pour faire baisser la fièvre, qui était assez importante à Canet, dans la mesure où, à cette époque-là, on avait abandonné l'exploitation des salins et à la place de ces salins, il y avait autour de l'étang des marécages qui provoquaient des fièvres de type paludisme qui faisaient beaucoup de victimes à Canet. Et un des remèdes pour combattre le paludisme qui était employé à cette époque-là, pour faire tomber la fièvre, c'était la glace. Allez, maintenant on va aller visiter l'église Saint-Jacques. Allez. La chapelle Saint-Roch, c'est ici. Nous sommes devant le petit trésor de l'église Saint-Jacques de Canet qui contient quelques pièces très intéressantes et notamment cette Vierge romane du XIIIe siècle qui a été offerte à notre église il y a une vingtaine d'années et qui est très intéressante. On voit donc cette Vierge assise sur son trône et tenant le Christ sur ses genoux. Elle a été abîmée par le temps et par les hommes, il faut le dire, et vous remarquerez qu'il lui manque les bras entre lesquels elle tenait Jésus. Autre chose intéressante à dire sur cette Vierge, elle est assise sur un trône dont le dos est orné du blason catalan Sanqueor, ce qui est relativement rare et ce qui peut laisser supposer que cette Vierge protégeait là où elle était le pays catalan en quelque sorte. Deuxième objet intéressant, c'est ce mortier qui provient de l'hospice de Canet. C'est un mortier du XIIIe siècle qui était dans l'infirmerie de l'hospice, cette infirmerie qui soignait les malades de Canet et qui soignait également les pèlerins fatigués et malades qui débarquaient sur notre plage et qui de là gagnaient Perpignan et puis
qui, à travers la Cerdagne, rejoignait les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle au nord de l'Espagne. Et ce mortier, vous remarquerez que ses faces sont ornées de représentations religieuses, un ange ici, une croix sur une autre face, comme si ces représentations religieuses ajoutaient un pouvoir supplémentaire aux remèdes que l'on fabriquait, que l'on préparait dans ce mortier. Voici maintenant la tête de Saint-Jacques en bois. C'était celle de notre saint patron qui se trouvait au centre d'un rétable baroque. Et ce rétable baroque du XVIIe siècle a été détruit au moment de la Révolution française, en 1794, au moment où tout le mobilier de notre église a été arraché des chapelles et du maître-autel, a été entassé sur la place de l'église et on y a mis le feu. Quelques rares objets ont échappé aux flammes, dont cette tête du Saint-Jacques qui a été recueillie par une famille pieuse du village et qui a été offerte, qui a été rendue plutôt à l'église de Canet par cette famille, et c'est tout ce qui nous reste du maître-autel baroque du XVIIe siècle qui ornait notre église. Autre objet intéressant de notre petit trésor, cette croix reliquaire qui contient en son centre des morceaux de la vraie croix que un seigneur de Canet du XIIIe siècle, Guillaume, a rapporté de Palestine, là où il avait participé à une croisade, et revenant de la croisade, il avait offert à l'église Saint-Martin de Canet, qui était la chapelle de son château. Il avait donc offert à sa chapelle ces morceaux, ces fragments de la vraie croix, qui avaient été plus tard, au XIVe, XVe siècle, enfermés dans cette croix reliquaire en argent confectionnée par des orfèvres de Perpignan. Alors on est ici, numéro 2. D'accord. Alors c'est la présentation des barques catalanes que vous avez là. Bonjour, je m'appelle Alain Ciré, je suis le président de l'association des vieux gréments de Canet-en-Roussillon. Nous sommes une des plus anciennes associations de la ville de Canet. L'association regroupe un peu moins de 60 propriétaires de bateaux, des voiliers en bois. Ce sont tous des voiliers historiques et patrimoniaux. On a une très belle collection, très riche, de bateaux du patrimoine.
Sur ces 60 bateaux, on a à peu près le tiers qui sont des barques méditerranéennes et catalanes. Dans ces barques méditerranéennes, nous avons, comme celle-là, des midge-barques, moitié de barque, qui font à peu près 6 mètres. Pourquoi midge-barque? Pourquoi moitié de barque? Parce que le bateau traditionnel catalan, ce sont des sardinales. Et les sardinales font 10 à 11 mètres. Les sardinales, ce sont les bateaux de pêche typiques de la côte catalane, avec un mât penché vers l'avant, et puis ils sont pointus à l'arrière et à l'avant, pour fendre la houle et fendre les vagues, parce que la mer Méditerranée est une mer, c'est vrai, sans marée, mais c'est une mer qui a des vagues très sèches, et donc il y a besoin d'avoir des bateaux pointus. Voilà les caractéristiques de ces bateaux. Ce sont des bateaux très navigants, qui tiennent très bien la mer. Et à côté de ces deux types de bateaux, on a aussi ce qu'on appelle des cassous d'étang à fond plat, qui étaient utilisés par les pêcheurs, par nos anciens pêcheurs, pour pêcher dans l'étang l'hiver. Et ils pouvaient sortir l'été avec aussi. Et donc l'hiver, quand il fait mauvais temps, ils pouvaient pêcher à l'abri dans les étangs. Donc voilà ces trois types de bateaux, qui sont des bateaux locaux. Ensuite, nous avons dans les bateaux méditerranéens aussi des pointus provençaux, mais aussi des sétoises avec un mât rabattable parce que c'est nécessaire de passer sous les ponts des gros. Et puis nous avons aussi un tas de bateaux à cul carré qui sont des palangriers ou des bateaux qui viennent de la côte maghrébine. Donc, outre cette vingtaine de barques catalanes et méditerranéennes, nous avons des bateaux de la France entière et du monde entier. À commencer par des bateaux de la côte atlantique et de Bretagne. Là, nous avons 2 bateaux bretons, des côtres, qui étaient spécialisés dans la pêche de la sardine, un petit peu comme nos barques catalanes, sardines, anchois, maquereaux, poissons bleus, mais aussi thon et bonite. Donc notre ponton abrite aussi beaucoup de sloops et de cotres. Ce sont des bateaux, des voiliers classiques traditionnels en bois, la plupart du temps, et dont la particularité est d'avoir un mât, et soit un foc, on dit à ce moment-là que ce sont des sloops, soit des cotres avec plusieurs focs ou voiles d'avant, donc sloop et cotres à un mât. À commencer par toute cette série. Et alors, ce qui est important aussi de dire, c'est que notre association a l'ambition de maintenir en très bon état de navigabilité tous ces bateaux, à les entretenir. Tous les ans, il faut passer au carénage, nettoyer la coque, mais aussi il y a de plus grosses restaurations de bois. Et notamment, là, je suis avec Olivier, qui fait un peu du travail pour justement préparer la prochaine saison. Hein, Olivier? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Donc là, je suis en train de tailler une planche qui va servir de dossier sur une assise intérieure du bateau. Et puis, je donne un coup de main à des amis pour l'entretien, les réparations. Voilà, avant la nouvelle saison en mer pour faire de belles sorties. Bonjour, je m'appelle Guy Joulin, je suis botaniste et responsable de l'arboretum de Canet-en-Roussillon. Cet arboretum date du début du siècle, a été créé sur une propriété Augustin de Magny au XIXe siècle. Augustin de Magny était un Écossais émigré en Bourgogne où il a cultivé la vigne pendant de nombreuses années et à un moment de sa vie, il a décidé de descendre dans le sud de la France pour avoir un meilleur climat et peut-être un meilleur résultat dans ces cépages.
Voilà, donc ce mas date dans la fin du 19e. Il n'est pas d'un style catalan pur, mais ça reste un très beau mas, très grand mas, qui n'a pas été touché par l'urbanisation, n'a pas été mis en copropriété, il est resté ancien. Pour le moment, ce mas est divisé en deux parties. Dans la partie gauche en rentrant, c'est l'école catalane, l'école La Bressole, et dans la partie droite, tout le bâtiment de la partie droite, c'est l'arboretum. Guy Joulin, vous êtes le président de l'association de l'Arboretum et botaniste. Et quelle est la particularité de cette magnifique oliveraie qui est juste devant nous? C'est la collection complète de toutes les variétés d'olives du Languedoc-Roussillon. Le Languedoc-Roussillon part de la frontière espagnole jusqu'à la vallée du Rhône. Toutes les oliviers que vous voyez ici, il y a 30 espèces différentes, ont été retrouvées dans la campagne, souvent inconnus, dans des terrains abandonnés que nos anciens avaient hybridés, avaient fait sélectionner. Et ce qui est génial dans les Pyrénées-Orientales, c'est que la végétation de l'olivier commence au niveau de la mer, comme nous sommes ici, jusqu'à 1200 mètres. Donc il y a des variétés très différentes. Combien il y a d'arbres au total? En olivier, il y a plus de 250 arbres. Hein. Est-ce qu'il y a la variété typique du Roussillon? L'olivière, bien sûr, elle est là. Il y a même sur l'olivière, il y a même une partie entière qui est consacrée à de la recherche agronomique. Pourquoi? Parce que c'est un des buts de l'arboretum, c'est de faire des recherches de manière à développer et sauvegarder les cultures dans les Pyrénées-Orientales. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur les oliviers. La première des choses, par exemple, les oliviers ne sont pas pollinisés par les insectes, mais pollinisés par le vent. Et les 3/4 des oliviers sont autostériles. C'est-à-dire que quand vous faites une plantation d'oliviers, il faut mettre, alors là c'est de la génétique, il faut mettre des parents de cette variété, que la pollinisation corresponde à la même période, parce que la pollinisation dure sur 2 mois. Donc on a tout regroupé ici, ce qui est exceptionnel. C'est pour ça qu'elle a été classée collection nationale. Et dites-moi Guy, alors quand il y a les olives, qui les ramasse? Nos bénévoles, elles sont toutes ramassées à la main. Hein, autre particularité, nos oliviers ne sont pas traités, ils sont à l'état naturel. Et du coup, il y a une petite production d'huile d'olive. Il y a une petite production. Là, nous allons voir parce que nous avons eu une période très sèche. Donc, une période sèche, ça veut dire que les plantes vont se défendre, elles vont énormément fleurir pour se sauvegarder, pour faire des fruits. Et on pense qu'on va avoir. Ils étaient couverts de fleurs au mois de mars-avril. Et là, on devrait avoir des olives. Et alors, en fin septembre, début octobre, nous ramassons toutes nos olives, tous les bénévoles sont là, c'est la fête. Il y a 15-20 personnes avec un petit repas de clôture pour pouvoir remercier. Et nos olives sont stockées, on a une chambre froide, parce qu'on peut pas tout cueillir le même jour, et on les apporte au moulin de Millas. Et elles sont triturées, parce qu'on utilise ce mot, triturées et pressées pour récupérer de l'huile. On n'en fait pas énormément, on arrive à faire 150 litres d'huile, mais c'est vendu en tout petit flacon de 250 parce que elle est chère. Elle est quand rare, c'est cher. Exactement. Donc ça, c'est vraiment une des fiertés de l'arboretum. C'est une des premières fiertés de l'arboretum, oui. Alors, vous avez des arbres devant vous, là, qui ont tous au minimum 30 à 40 ans.
Nous sommes devant la pièce d'eau, que certains appellent le bassin, d'autres le jardin aquatique, d'autres un étang, mais un peu petit tout de même pour un étang. Mais ce qui lui va très bien, c'est le jardin aquatique, parce qu'il est fait opposition au jardin xérophyte qui est en face. C'est-à-dire une partie très sèche et une partie donc très humide. Dans cette pièce d'eau, nous avons une collection de nénuphars, de nymphéas, plusieurs variétés, il y a une vingtaine de variétés de couleurs différentes. Au fond, et un ici, des nelumbo, ce qu'on appelle les nelumbo en latin, ce sont les lotus sacrés de l'Inde. Le nelumbo, c'est extraordinaire, on peut tout manger. Les fleurs, les étamines, les feuilles et même les rhizomes. Donc c'est une plante sacrée de l'Inde. Si on vient au mois d'août à peu près, on les verra en fleurs. Autre particularité, nous avons toute une partie autour subaquatique. C'est-à-dire que ces plantes qui vivent près de l'eau, mais pas dans l'eau. Il y a surtout une célébrité, la Victoria regia. Qu'est-ce que la Victoria regia? C'est le plus grand nymphéa qui existe au monde. C'est le plus grand nymphéa qui existe sur cette terre. Il est originaire d'Amérique du Sud et vit dans les bras tranquilles des grands fleuves. Et les vases au fond de l'eau sont toujours très riches. Cette plante arrive à faire des feuilles de 1,50 m presque jusqu'à 2 mètres dans son pays d'origine, mais ici aussi. Nous sommes un des très rares jardins à la cultiver en plein air. Sinon, elle est cultivée en serre au conservatoire de Nancy, au conservatoire mais en plein air, il faut avoir un climat particulier comme nous avons. Ces feuilles font, comme vous pourrez voir sur certaines photos, ces feuilles, nous, on arrive à 1,60 m, à peu près 1,70 m, avec des rebords sur le côté de 10 à 15 cm. Particularité, si on pouvait retourner la feuille dessous est armée. Ce ne sont pas des épines, ce ne sont pas des dents, mais des parties qui défendent la feuille pour ne pas qu'elle se fasse manger par tout ce qui est dans l'eau. C'est une plante qui a d'autres qualités. Et ce qui est très intéressant, c'est de parler de la floraison de cette plante. Elle fleurit à partir du mois d'août chez nous, et elle va faire en gros 1 à 2 fleurs par semaine. Ce sont des fleurs de 20 cm de diamètre, toutes blanches. Elles sont légèrement dégagées au-dessus de l'eau. Et elle n'a qu'une idée en tête, cette fleur, on peut pas lui en vouloir, c'est sa vie, c'est d'être pollinisée. Seulement, elle a un problème, c'est que quand on est au-dessus de l'eau, il y a très peu d'insectes qui vivent au-dessus de l'eau. Les insectes viennent de plus loin des berges. Et elle n'arrive pas à attirer les insectes. Alors c'est pratiquement la seule plante au monde qui fait ça. Pour pouvoir attirer les insectes plus loin, elle va augmenter la température du cœur de la fleur de 4 à 5 degrés. Ce qui fait que les parfums vont être plus volatiles et aller plus loin. Et là, disons, faisons-le à la Walt Disney. Il y a mon gros bourdon qui se réveille. Ça sent bon par là. Et il est dirigé vers la fleur. Le parfum est de plus en plus fort. Et là, il arrive au-dessus de l'eau. C'est-à-dire qu'il n'a aucun... c'est je me pose ou je me noie. Il arrive au-dessus de la fleur. Il va essayer de se poser, mais pas bête. Elle a tout prévu. Ses pétales sont un peu hérissés vers le haut et couverts d'écailles comme un toit de tuiles. Ce qui fait que quand il se pose, comme c'est un peu vertical et glissant, il glisse, il tombe au cœur de la fleur. C'est ce qu'elle cherchait. Parce que, une fois dans la fleur, il n'a qu'une idée en tête, c'est de repartir. Alors, il se débat, il va à droite, il va à gauche,
je vais pas dire qu'il en met partout sur les murs, mais il met du pollen. Il sait pas trop ce qu'il fait. Et puis, je n'ai jamais pu le savoir. Est-ce que le pollen qu'il a pris est un peu aphrodisiaque? En attendant, monsieur s'endort dans le cœur de la fleur. À ce moment, on remarquera que elle était blanche le matin à l'ouverture et elle a un peu fauté. Elle est un peu rosée, elle a les pommettes un peu roses, pendant que lui fait la sieste. Et là, elle est là, elle attend que la journée va se passer. Et voilà mon bourdon qui se réveille en fin d'après-midi. Et elle se dit, ah, tu te réveilles, mais j'ai encore besoin de toi. Je ne suis pas sûr que tu aies bien fait le travail. Donc elle referme ses pétales pour l'enfermer dans la fleur. Et là, il n'a qu'une idée en tête, c'est de s'échapper, ce qui fait qu'il bourdonne encore, il va encore à gauche, à droite, il prend du pollen, il en met de partout sur les étamines. Et à ce moment-là, on a à peu près la certitude qu'elle a été pollinisée. Et pour vous dire qu'elle l'a été, parce que là, elle a vraiment fauté. Elle n'est plus rose, elle est rouge. Il aura fallu près de 2 ans de tournage avec notre historien et ami Roberceau, des semaines et des semaines de montage pour en arriver au dépliant muni de QR code qui renvoie à des vidéos racontant l'histoire de notre ville. Ces vidéos permettent ainsi de découvrir son riche patrimoine en toute autonomie, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit en cas d'insomnie. À partir d'une idée lancée par Daniel, lors d'une conversation entre membres du conseil d'administration, on a tiré un fil d'Ariane qui a fait passer notre association du 19e siècle au 21e siècle en matière de communication. Dorénavant, les dépliants munis de QR code sont bien sûr disponibles à l'Office de tourisme, au siège des APCM, mais leurs vidéos sont également visibles sur YouTube et sur Wikipédia grâce au partenariat avec Fabrizio de la médiathèque de Canet que je remercie ici. C'est une grande fierté pour les membres des APCM de participer à la valorisation du patrimoine de Canet au moyen d'outils de communication hyper modernes, d'autant que ces créations, réalisées totalement en interne, s'adapteront sans difficulté aux évolutions de notre patrimoine. Je voulais remercier également les bénévoles de l'association Les Vieux Gréments, et en particulier Alain, leur président, ainsi que ceux de l'association de l'Arboretum et leur président, l'éminent botaniste Guy, pour la contribution et leur plaisant jeu d'acteurs à l'occasion des tournages des vidéos. Maintenant, nos gentes damoiselles du conseil d'administration vont vous distribuer avec le sourire ces dépliants munis de QR code. Merci de votre attention.